Bien. Eh bien, merci déjà pour commencer. Moi, je suis dans le rôle du provocateur. Et donc, j'ai retenu pour l'instant 3 provocations. La première concerne la question du développement et de ce qui contribue au développement. On n'a pas seulement affaire à expérience et développement, pas plus qu'on a affaire à apprentissage et développement ou à maturation et développement. En fait, les 4, maturation, apprentissage, expérience, développement, sont des processus, et le processus de développement est en fait la résultante de l'ensemble de ces processus qui peuvent intervenir de manière évidemment différente et avec des poids différents selon l'âge des enfants ou des adultes, ou leur expérience, ou la durée de leur expérience. Mais en tout cas, je voudrais commencer par cette question simple. On parle à juste titre du développement des adultes. Il n'y a pas que les enfants qui se développent, les adultes aussi se développent, très bien. À l'inverse, l'expérience ne concerne pas que les adultes, elle concerne aussi les enfants. Et on a des choses à tirer de ce qu'on sait sur l'expérience des enfants et la manière dont ils prennent au fil du temps conscience d'un certain nombre de choses. Le fait est que l'expérience ayant surtout chez les adultes une forte mise en cause, pas mise en cause, mise en... Enfin, on utilise beaucoup le passé, on risque de confondre expérience et mémoire. L'expérience, ce n'est pas la mémoire. Ce n'est pas seulement la mémoire. Et donc, l'une des questions qui se pose, c'est comment se capitalisent les leçons tirées de l'expérience. Voilà une première question à laquelle j'aimerais bien que les 3 contributeurs apportent une réponse personnelle. Deuxième provocation, on n'a pas seulement besoin de théorie, on a aussi besoin de données empiriques. Comment les recueille-t-on, etc. Alors, je vais prendre le taureau tout de suite par les cornes. Avec l'exemple d'Archimède. Archimède est dans sa baignoire, Eureka, et il découvre le principe d'Archimède. Bon. Quel est le poids de son expérience passée dans sa baignoire au moment où il fait ce Eureka historique? Alors, on est dans le paroxystique, à certains égards, puisque c'est un événement tout à fait singulier. Moi, je dois dire que quand je suis dans ma baignoire, je ne suis jamais paroxystique. Quand je suis sous ma douche et que l'eau est trop froide ou trop chaude, là, je deviens paroxystique, mais en général, je ne découvre pas le principe d'Archimède. Donc, l'une des questions qui se pose, c'est comment vient se greffer le court terme de la prise de conscience, de la découverte, hein, et en plus sous une forme qui a fait son chemin, puisqu'elle est très formalisée. La connaissance formalisée, ça existe, je l'ai rencontrée. Et le fait est qu'elle n'existe pas seulement chez les savants et dans le monde savant, elle existe aussi chez les individus. Et donc le problème de comment se greffe une prise de conscience singulière et paroxystique, je reprends le terme que tu as utilisé parce que je les trouve très imagés, dans le long cours de l'expérience tout court. Voilà une question qui est très importante parce que même les conducteurs de train, ils ont des prises de conscience paroxystiques, pour reprendre l'image. Et le fait est que le long terme de l'expérience est jalonné de prises de conscience. De prises de conscience qui sont à chaque fois relativement singulières, conditionnées par un contexte, c'est-à-dire la situation matérielle. Ouais, excusez-moi, ouais, ça c'est toujours comme ça. La situation matérielle et sociale interactive dans laquelle il se trouve, là, à juste titre, le dialogue avec autrui. Ça a recommencé ? Tu m'éteins la bouche. Ouais. On apprend à tout âge, mais moi j'apprends difficilement. Bien,
Donc voilà, cette idée-là de savoir comment le court terme intervient dans le long terme de l'expérience, c'est quand même une idée tout à fait essentielle. Sans ça, il n'y aurait pas de mise en scène des apprentissages et de l'accompagnement de l'expérience. Alors je posais le problème donc de l'empirique. Alors il se trouve que la semaine dernière, on était, Patrick, Yves et moi, dans un jury sur la validation des acquis de l'expérience. C'était un bon exemple de relevé de données empiriques à propos de l'expérience. Et effectivement, il y avait d'ailleurs, Patrick l'a évoqué tout à l'heure rapidement, mais il y avait deux aspects de l'expérience dans ce que nous racontait Boren Chakroun. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il doit parler à ce colloque. Il y avait l'expérience de la VAE sur disons un certain nombre de centaines d'heures de travail pour construire un dossier qui est avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, avec l'interaction avec le jury. C'est une expérience et qu'on peut étudier empiriquement. Et c'est ce qu'il faisait. Et puis, il y a le rôle de l'expérience et de l'analyse de l'expérience passée dans la constitution du dossier. C'était un deuxième sens du mot expérience, les deux, évidemment, étant tous les deux très importants et interactifs. Alors, j'entends bien qu'avec l'autoconfrontation croisée, on a un autre exemple pour relever des données empiriques. Et personnellement, je trouve que c'est très important, justement, de bien voir où, quand, comment, dans quelles conditions on peut recueillir des observations qui apportent de l'eau au moulin de notre vision de l'expérience et de son rapport avec le développement. Alors, une bonne partie des conceptualisations que nous nous formons au cours de l'expérience reste inconsciente. Et ce n'est pas seulement la psychanalyse qui a besoin du concept d'inconscient. C'est l'ensemble de notre activité. Même si la psychanalyse a, à juste titre, pesé d'un grand poids dans cette affaire. En particulier à cause des difficultés de la prise de conscience pour certains aspects de la vie. Alors, si une bonne partie des conceptualisations reste inconsciente, l'une des questions qui se pose, c'est comment est-ce qu'une partie des conceptualisations devient consciente, dans quelles conditions, y compris sociales, bien sûr. Est-ce que la conscience et l'explicitation sont deux choses qui se recouvrent complètement? Et ma réponse serait non. J'aimerais bien avoir aussi un commentaire de nos collègues là-dessus. Est-ce qu'on a besoin dans la vie d'avoir des connaissances explicites? Réponse oui. Pas forcément dans quelles conditions. On peut souvent se contenter, même dans la communication avec autrui, de connaissances relativement implicites. Le geste est d'ailleurs un moyen de signaler des choses qui parlent à l'autre, même si les choses ne sont pas totalement explicites. Alors moi, je fais une distinction entre l'explicitable et l'explicite. L'explicitable, c'est ce que, par exemple, avec le débriefing ou avec l'autoconfrontation croisée, même si les deux choses sont totalement différentes à certains égards, je les mets dans le même paquet pour l'instant, c'est même si avec ces dispositifs, on a le moyen d'obtenir du sujet des explicitations qu'il n'aurait pas données s'il n'y avait pas eu cette mise en scène, le fait est que ça n'est pas tout à fait la même chose que de devoir utiliser des connaissances explicites dans le travail. Parce que les conditions du travail, y compris par exemple je ne trouve pas mes mots, c'est pas la première fois, de la conception, demande des explicitations, des connaissances explicites. Et puis il y a le savoir formalisé. Et alors, l'une des questions que je pose toujours, c'est, puisque moi je me suis intéressé aux mathématiques d'abord, un peu à la physique maintenant, et un petit peu aux compétences des adultes, c'est quand même comment regarder ces problèmes de conceptualisation, à la fois à travers les invariants opératoires inconscients, faiblement conscients, conscients, explicitables mais pas explicites, explicites mais pas formalisés, et formalisés,
puisque tout cela parcourt dans la culture contemporaine l'ensemble des leçons tirées de l'expérience, même si on ne la tire pas tout seul, bien entendu. Donc voilà une question, je pense, importante. On ne peut pas confondre, donc, excusez-moi à nouveau, on ne peut pas confondre, donc, j'ai un bras droit qui faiblit un petit peu. Même si on ne doit pas confondre mémoire et expérience, il reste que la question se pose de savoir sous quelle forme les leçons sont capitalisées dans le sujet. Même si le sujet n'est pas tout seul, jamais tout seul, qu'il dispose aussi d'artefacts, y compris. Alors, un point important pour moi, c'est le poids de la représentation. Et on parle beaucoup de la représentation sans toutefois l'analyser toujours. Et une des questions qui se posent, par exemple, c'est, puisqu'une bonne partie des leçons tirées de l'expérience sont tirées à partir de l'activité en situation, les connaissances contenues dans une situation ou dans une classe de situation ou dans un ensemble de classes de situations ne transitent pas directement dans les leçons tirées de l'expérience. L'activité est absolument essentielle. Alors, la représentation n'est pas un dictionnaire. Ça n'est pas une bibliothèque seulement. Ce sont aussi des formes d'organisation de l'activité et il faut enfin qu'on fasse cette révolution théorique de considérer que la représentation, c'est un ensemble dynamique et fonctionnel qui permet à la fois d'agir, de prélever l'information pertinente et de laisser l'information non pertinente, de faire des inférences à partir de cette information pour régler son action. Et l'action, ce n'est pas seulement l'action. L'action, c'est aussi la prise d'information et le contrôle. L'activité, c'est l'action, la prise d'information et le contrôle. Et cela se fait avec des catégories qui nécessairement ont une place dans la représentation. Alors, voilà des choses qui, je crois, ont besoin d'être un petit peu reprises et rediscutées aujourd'hui parce que la question de l'empirique se pose à travers aussi l'observation de l'activité en situation. Alors c'est vrai que observer le long terme de l'expérience directement, difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc dans le meilleur des cas, on ne peut qu'observer une situation de quelques heures directement. On peut prendre de l'information à plusieurs moments d'un processus relativement raisonnable dans le temps, comme par exemple l'expérience de la VAE dont je parlais tout à l'heure. Mais le long terme de l'expérience, et c'est vrai que l'expérience véhicule d'abord cette idée de long terme, on ne voit pas très bien. Donc la question de savoir quel cadre théorique on va utiliser pour savoir comment les leçons tirées de l'expérience sont capitalisées chez le sujet, ça c'est vraiment une question qu'il nous faut tirer au clair un petit peu mieux que ça n'a été fait jusqu'à maintenant. Et moi je dis, il n'y a pas d'autre solution théorique que l'idée de forme d'organisation d'activité, c'est-à-dire de schème, avec les aspects de conceptualisation qui sont dans le schème, puisque sans la conceptualisation, il n'y a pas de capitalisation. Il n'y a pas de capitalisation. Même si cette conceptualisation reste pour partie inconsciente. Donc c'est des points sur lesquels on a besoin de faire un peu le ménage entre nous et je pense d'avoir des débats peut-être un petit peu plus vifs que ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant. Alors on en a quand même quelques-uns, on en a même eu quelques-uns hier après-midi, mais le fait est que cette idée même que... Enfin, je termine par les deux phrases principales que j'ai prononcées. Un, il ne faut pas confondre expérience et mémoire. Et si on ne confond pas expérience et mémoire, il faut donner un statut théorique aux leçons tirées de l'expérience et sous quelle forme dans la représentation. Merci.